Bonjour à tous, je suis Emmanuel Philippon. Je suis votre nouveau professeur de philosophie. Ah, j'oubliais, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes à Aubenas, une très jolie petite ville d'Ardèche, et cette classe est magique. Pourquoi magique? Vous allez bientôt comprendre. Ah? Il manque quelque chose, vous trouvez? Ne vous inquiétez pas, cela va s'arranger. Attention. Écoutez. Je vous l'avais dit. Bientôt, je vous présenterai la classe, mais pour le moment, j'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que quelqu'un peut fermer les volets, s'il vous plaît? Moi, monsieur, j'y vais. Merci, Sarah. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Bonjour, monsieur Socrate, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Philippos, oui, je t'entends. Merci d'avoir accepté de nous parler. C'est un plaisir. J'ai passé toute ma vie à parler à mes contemporains. Pour une fois qu'il m'est donné de parler aux générations à venir. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'anachronisme? Te voilà bien plaisant, Philippos. C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Par contre, je crois que j'ai un problème d'oreillette. Vous m'entendez? Oui, je t'écoute. Est-il vrai que vous n'avez jamais écrit de livre? C'est parfaitement exact. Pouvons-nous savoir pourquoi? Se pourrait-il que vous ne sachiez pas écrire? Vous semblez dans le futur vous faire une haute opinion de moi. Eh bien, examinons la question si tu veux bien, Philippos. Je veux bien. Sais-tu, Philippos, que je suis marié? Oui. Certains même pensent que vous avez deux femmes, Xantippe et Myrto, comme vous le demandaient les lois de la cité, qui voulaient repeupler le pays. Laissons cela à la rumeur. Le fait est que tu parles bel et bien à un homme marié. C'est entendu. Crois-tu, Philippos, dis-moi, crois-tu que je batte ma femme? J'ose espérer que non. Ce serait de toute façon indigne de votre réputation de sage. Tu parles d'or, l'ami. Mais crois-tu que je m'en abstienne parce que la force me fait défaut et que je n'en ai pas le courage? Rien de tel. Aujourd'hui encore, on parle de votre excellente condition physique, de votre force et de votre courage pendant la guerre du Péloponnèse, entre autres. Tu conviendras donc avec moi qu'il se peut que si je ne fais pas quelque chose, ce n'est pas nécessairement que je n'en ai pas les moyens, mais parce que cette chose ne m'apparaît ni bonne ni juste et en aucun cas souhaitable. Peut-être, oui. Et sais-tu comment j'appelle celui qui, dès qu'il a le pouvoir de faire quelque chose, le fait, sans examiner si cette chose est bonne ou mauvaise? Non? Eh bien, je l'appelle un intempérant. Or, pour ma part, j'ai choisi de suivre en toute chose la vertu et la tempérance. Vous voulez dire, Socrate, que c'est par tempérance que vous n'écrivez pas? Parfaitement. De même que si je vais pieds nus et ne connais ni le luxe ni la richesse, ce n'est pas parce que je suis incapable de gagner de l'argent, ainsi que le font les sophistes, mais parce que je me connais assez pour savoir que la richesse n'est pas bonne pour moi. Le dénuement, quand il est choisi, nous rapproche des dieux. Mais c'est très différent. Comment un livre pourrait-il être une mauvaise chose si c'est un bon livre? Monsieur Socrate? Monsieur Socrate? Excusez-moi, un problème d'oreillette sans doute, à moins que ce ne soit cet oiseau. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que Platon et Xénophon ont écrit sur vous des livres dont vous êtes la figure principale. Sans doute vous auriez été mieux servi en écrivant vous-même. Platon. Il me prête de bien étranges paroles dans son Lysis. Vous voyez? Je ne vois rien de ce que tu veux me montrer, Philippos. En écrivant un livre, je l'aurais écrit seul, et je ne m'élève en intelligence que dans le contact avec d'autres, par le dialogue, l'enchaînement des questions et des réponses. C'est ce que vous appelez la dialectique. Oui, rien de tel que la parole vive, la relation du maître à l'élève, même si l'on ne sait pas toujours d'ailleurs qui est le maître et qui l'élève. D'ailleurs, l'écriture nous rend oublieux. Nous confions au papyrus ce que nos têtes oublient. J'en connais même qui s'achètent les écrits de quelques sages ou poètes, se persuadent en les lisant de s'offrir une sagesse. À qui pensez-vous? Au jeune Boétidème, par exemple, il voulait s'occuper de politique, statuer sur le juste et l'injuste. Quelques questions de ma part ont suffi à montrer qu'il n'y connaissait rien. Alors que vous... Moi, j'ai toujours dit je sais que je ne sais rien. Il serait plaisant qu'en affichant cela, je décidasse d'en faire un livre.
il ne serait pas bien épais. J'ai bien plutôt fait d'aller sur le marché, parler à ceux qui croient en savoir plus que moi pour apprendre d'eux. Je me contente de mettre en question leurs certitudes et, bien souvent, de débusquer l'ignorance partout où elle se cache en prenant de grands airs qui ne lui conviennent pas. Et le jeune Tidem, il vous en a voulu? De quoi? De lui avoir montré son ignorance, alors que il croyait par les livres avoir appris beaucoup. Au contraire, il a fini par suivre mon enseignement, mais c'est qu'il était d'un bon tempérament. La plupart de ceux qui se croient savants, mais que je mets face à leur ignorance, se mettent en colère. Il en est qui m'abreuvent d'insultes et m'injurient, me donnent des coups de poing et de bâton. On me tire les cheveux parfois. Pardon? On vous tire les cheveux. Oui. Il paraît que je les porte trop longs, enfin, portais dans ma jeunesse, plus qu'aujourd'hui. Et vous ne portez pas plainte. Si un âne vous donne un coup de sabot, mobiliserez-vous des hommes de loi pour statuer sur son sort? Sans doute, non. Tu entends ça, Philippos? Oui, c'est un aigle. Mais pourquoi semble-t-il vous préoccuper tant? J'y vois un mauvais augure. Anitos et Mélétos ont déposé une plainte contre moi récemment. De quoi vous accuse-t-on? D'impiété contre les dieux de la cité et de corruption de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ma mort, je crois. Et la mort vous fait-elle peur? Mon bon Philippos, j'ai passé 70 ans. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mon corps ne me répond plus comme il faisait autrefois. Les années qui me restent à vivre sont sans doute plus à redouter qu'à espérer. Alors, je n'ai pas tant de choses à perdre, et puis, je soupçonne que ce que dit Pythagore est vrai. Et que nous dit Pythagore? Il dit que contrairement au corps, la partie intelligente de l'âme est immortelle. Que craignez-vous alors si vous ne craignez pas la mort? Je crains qu'Anitos, Mélétos et leurs complices Lycon détournent les lois de la cité et qu'ils ne souillent durablement cette bonne vieille ville d'Athènes où j'ai vécu une vie heureuse et dans la probité. Qu'Athènes doit porter longtemps ma mort comme une honte, comme un fardeau. Vous pensez vraiment que les dieux nous envoient des signes? À ceux qui savent les déchiffrer seulement. Et si nous les interprétons mal, ce n'est pas de la faute des dieux. Nous permettez-vous de vous revoir? Tel que je suis là, il n'y a pas d'homme plus accessible que moi à une bonne conversation. Nous nous reverrons alors. Si c'est ainsi que veulent les dieux. Voilà, jeunes gens. Ce qu'il est important de retenir, je crois, dans ce que nous venons de voir, c'est la méthode de Socrate, ce qu'il appelle la dialectique. Il ne faisait pas de grands discours savants comme ses adversaires sophistes, ceux qui se prétendent sages. Il allait à pied sur la place du marché, l'agora d'Athènes, et il posait des questions aux passants. Ceux-ci restaient souvent confondus devant leur propre ignorance. Se sentant humiliés, ils se mettaient en colère. Mais d'autres voulaient en savoir plus, et avec Socrate, ils se mettaient à enquêter sur la vérité, usant de leur raison et procédant par le dialogue. Socrate était le fils d'un tailleur de pierre et d'une sage-femme, et il disait que sa mère accouchait les corps et lui les esprits. C'est ce qu'on appelle parfois la maïeutique socratique. Mais ce qu'il a inventé de plus précieux, de plus important, c'est la définition, le concept. Il voulait que les mots correspondent à la réalité. Il voulait que l'on soit rationnel et cohérent. Par exemple, quand il parlait de la justice avec le jeune Tidem. Vous pouvez lire le récit qu'en fait Xénophon dans ses Mémorables. Je vous laisse la référence en lien et dans la biographie. Comme il se faisait beaucoup d'ennemis, il est mort, condamné à mort par un jury populaire dans sa bonne vieille ville d'Athènes. Mais ça, c'est une autre histoire. Je sais que ça va bientôt sonner. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y aura d'autres cours. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, philosopher, philosopher.
Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.